Bonjour à tous, je suis le docteur Marc Garnier, secrétaire du comité des référentiels de la SFAR. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui sur le plateau le professeur Sigismond Lazoki, chef de service d'anesthésie et réanimation médecine périopératoire à Angers, pour nous éclairer sur les principaux points des recommandations formalisées d'experts communes SFAR et SRLF sur la gestion et la prévention de l'anémie chez le patient adulte de soins critiques. Je précise que ce texte de recommandation a également été fait en collaboration avec la Société française de transfusion sanguine et la Société française de vigilance et de thérapeutique transfusionnelle. Alors Sigismond, bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les principaux points du rationnel qui ont conduit à établir ces recommandations? Bonjour Marc, bonjour à toutes et tous. Alors, évidemment, on parle de l'anémie en réanimation. Le premier point, c'est que c'est extrêmement fréquent. 35% des patients sont anémiques à l'entrée en réanimation et quasiment tous, c'est-à-dire 85%, sont anémiques à la sortie de réanimation. Et cette anémie, elle est associée à une morbimortalité augmentée, avec plus de morts, avec des durées de séjour prolongées, avec plus d'infections. La physiopathologie de l'anémie repose sur 4 points essentiels. D'abord, une durée de vie des globules rouges qui est réduite du fait d'altération de la paroi des hématies. Ensuite, un défaut de synthèse de l'érythropoïétine compte tenu du niveau d'anémie et un défaut de réponse médulaire à l'érythropoïétine qui fait que l'érythropoïèse est diminuée chez les patients de réanimation. Il y a une part d'hémodilution liée à tout le remplissage vasculaire que nous faisons. Et enfin, des pertes sanguines qui sont extrêmement importantes puisque quotidiennement, nous retirons environ 40 ml de sang à nos patients. Et ça, c'est sans compter les pertes liées à toutes les thérapeutiques extracorporelles, les circuits d'hémofiltration, au saignement périopératoire, etc. Alors de fait, pouvez-vous nous dire comment se sont articulés le choix des champs de cette RFE? Alors nous avons souhaité couvrir 3 champs. Le premier est la prévention, puisqu'on voit qu'il y a plein de facteurs sur lesquels on peut jouer éventuellement pour éviter de faire perdre de l'hémoglobine à nos patients. Ensuite, bien entendu, les stratégies transfusionnelles. Et enfin, nous avons évalué tous les traitements que l'on peut faire de l'anémie en dehors de la transfusion. Le champ de cette RFE exclut l'hémorragie aiguë et exclut l'anémie chronique ou toute pathologie de l'hémoglobine et exclut également les enfants puisque nous faisons des recommandations uniquement pour l'adulte. Nous avons réussi à réaliser 10 recommandations, dont 3 de grade 1, 4 de grade 2 et 3 avis d'experts. D'accord. Donc concernant le premier champ sur la prévention de l'anémie chez le patient adulte, donc de soins critiques, comme vous nous l'avez dit, pouvez-vous nous dire donc quelle est la principale recommandation qui est sortie du groupe d'experts? Alors, la principale recommandation est en fait une recommandation un peu mixte qui vise à diminuer la réduction, enfin à diminuer les prélèvements sanguins. Et ça peut se faire de 2 façons, en diminuant les volumes de sang prélevés, notamment en utilisant des tubes pédiatriques, ce qui permet de réduire entre 40 et 70% le volume de sang prélevé, en ayant des stratégies, comme c'était déjà recommandé par la SFAR et la CRLF, de réduction des examens complémentaires, et en utilisant des systèmes de réinjection du sang dans les lignes de prélèvement artériel. Nous n'avons fait qu'un avis d'expert, car il y a très peu d'études randomisées contrôlées sur le sujet, même si, comme vous le voyez sur cette revue de la littérature, il existe de nombreuses études observationnelles dans la littérature qui montrent un bénéfice en termes de réduction du volume prélevé et parfois de la transfusion sanguine. D'accord. Donc une fois les recommandations appliquées sur la prévention, si malheureusement le patient présente une anémie, je pense qu'une des principales questions qui va intéresser nos collègues de l'autre côté de l'écran, c'est bien évidemment de discuter du deuxième champ et notamment des seuils transfusionnels. Alors c'est un des gros morceaux de la RFE. Il est recommandé pour tous les patients de soins critiques en général, y compris les patients septiques, d'avoir des stratégies transfusionnelles restrictives, c'est-à-dire de ne transfuser les patients que quand l'hémoglobine passe en dessous de 7 grammes par décilitre. Ces transfusions doivent être faites culot par culot, de façon à ne pas dépasser 9 grammes par décilitre. C'est ce qui était retenu dans la plupart des études randomisées contrôlées. Nous n'avons pas fait de recommandations pour les patients avec antécédents cardiovasculaires, du fait de discordances dans la littérature
sur le fait que cette stratégie restrictive soit bénéfique ou non chez ces patients. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas conclu en cas d'antécédent cardiovasculaire. Comme vous le voyez sur cette méta-analyse, la transfusion restrictive ne fait pas moins bien en termes de mortalité, il y a même une discrète diminution non significative, et c'est pour ça qu'il est recommandé de faire des transfusions restrictives, puisqu'on ne fait pas moins bien tout en limitant l'utilisation des produits sanguins. On a pu faire des recommandations fortes également pour les patients en post-opératoire de chirurgie cardiaque, où le seuil transfusionnel est entre 7,5 et 8 grammes. C'est les seuils retenus dans les deux grandes études multicentriques randomisées qui montrent qu'il n'y a aucun effet délétère à la transfusion restrictive chez ces patients, et donc ça économise à chaque fois des produits sanguins, et il est recommandé, avec un grade 1+, de maintenir une stratégie transfusionnelle restrictive chez ces patients. Vous voyez ici les résultats des méta-analyses. Alors, pour synthétiser ces différents seuils, je crois que le groupe d'experts a fait un super travail d'une schématisation un peu graphique, je crois que vous allez nous présenter, et qui est bien évidemment accessible sur le texte, téléchargeable gratuitement sur le site de la SFAR. Effectivement, donc ce tableau est un tableau qui a été voté, donc il fait office de recommandation, et vous voyez ici les cibles d'hémoglobine, c'est-à-dire l'hémoglobine en dessous de laquelle on doit commencer à transfuser, et l'hémoglobine au-delà de laquelle on ne doit pas aller après une transfusion sanguine. Et vous voyez que pour la réanimation générale, le traumatisme, le sepsis, c'est globalement entre 7 et 9 grammes. En cas de lésion cérébrale et de syndrome coronaire aigu, il y a une certaine incertitude sur le niveau d'hémoglobine qu'il faut obtenir. Et nous avons d'ailleurs fait des recommandations pour ces deux situations de ne pas dépasser 10 grammes après transfusion, où on sait que les patients qui sont transfusés au-delà de 10 grammes ont un devenir plus mauvais que les patients qui sont transfusés en dessous, mais on ne sait pas bien la borne basse pour ces patients. Alors un dernier point sur le champ 2 donc, de transfusion, sur lequel je pense que les experts voulaient insister, même s'il n'y avait pas d'études randomisées contrôlées, c'était le nombre de produits sanguins à transfuser à chaque transfusion. Effectivement, fondamentalement, nous avons recommandé des stratégies transfusionnelles restrictives. Et toute la littérature depuis Ebert sur cette modalité de transfusion insiste sur le fait qu'il faille transfuser un seul culoglobulaire à la fois, et non pas deux ou plus, comme c'est souvent fait, et que c'est vraiment, on est en dehors de l'hémorragie ou de l'anémie avec une mauvaise tolérance hémodynamique, on est chez des patients qui ont des anémies stables, et le bénéfice d'un culot doit être observé avant de décider d'en transfuser un second. Et il faut vérifier l'hémoglobine post-transfusionnelle avant de décider d'une nouvelle transfusion. Ça, c'est ce qui est réalisé dans toutes les études randomisées contrôlées. Et donc, même si ça n'a pas été testé en tant que tel, on voit que c'est une stratégie qui est sans conséquence pour les patients et qui économise, bien entendu, des produits sanguins. Alors, on va finir avec le troisième champ, qui constitue une vraie nouveauté dans ces recommandations 2019, qui est le champ des traitements non transfusionnels. Et vous allez commencer par nous parler de la petite révolution de ce texte, de la place de l'EPO. Donc effectivement, comme nous l'avons souligné en introduction, la physiopathologie de cette anémie en réanimation repose essentiellement sur un défaut de synthèse de l'érythropoïétine et sur un défaut de réponse médulaire à l'érythropoïétine. C'est pourquoi beaucoup d'études se sont intéressées aux bénéfices de l'érythropoïétine. Alors, il y a énormément d'études. Dans la méta-analyse de la Cochrane, il y a plus de 900 000 patients qui sont inclus dedans et qui ont évalué l'intérêt de ce traitement. Ces traitements diminuent la mortalité des patients, comme je vais vous le montrer dans un instant. Et donc c'est pour ça qu'on voulait recommander pour l'utilisation de l'érythropoïétine. Cependant, les études sont très diverses, avec une hétérogénéité de posologie, une hétérogénéité de molécules, une hétérogénéité de patients qui rendent difficile et qui diminuent un petit peu le niveau de preuve. Et c'est pour ça que nous n'avons fait qu'un grade 2 et non pas un grade 1, bien qu'il y ait un effet sur la mortalité qui soit observé. Nous avons voulu entourer cette recommandation forte, enfin en tout cas cette recommandation nouvelle de faire de l'érythropoïétine par une prudence pour limiter l'utilisation de ces
traitement chez les patients qui ont des contre-indications, et notamment les antécédents de pathologie cardiovasculaire ischémique et ou de thrombose veineuse embolique. Et donc, globalement, pour les patients qui ont moins de 12 grammes d'hémoglobine, quand ils n'ont pas de contre-indication, nous considérons qu'il faut faire de l'érythropoïétine. Et comme vous le voyez ici sur la méta-analyse, il y a une réduction de pratiquement 25% de la mortalité pour les patients traités par EPO, sans signal de complications plus importantes chez ces patients. Donc en pratique, ça concerne les patients qui ont une durée de séjour prolongée, qu'on va dire autour de 5 jours, qui ont un taux d'hémoglobine inférieur à 12 grammes. C'est particulièrement vrai chez les patients traumatisés où dans cette sous-population, il y a un bénéfice sur la mortalité qui a été montré. Et il n'y a pas de risque ischémique, chez les patients qui n'ont pas de risque ischémique au traitement par EPO. La posologie la plus souvent utilisée dans les études est de 40 000 unités d'époïétine alpha de façon hebdomadaire par voie intraveineuse, avec du fer qui est donné pour corriger la carence martiale. Et dans tous les cas, il ne faut jamais dépasser 12 grammes d'hémoglobine. Et donc on a une recommandation aussi pour limiter l'EPO quand l'hémoglobine se stabilise entre 10 et 12 grammes, c'est-à-dire quand on pense que l'injection supplémentaire va faire dépasser le seuil de 12 grammes d'hémoglobine au patient. Alors, vous avez évoqué l'adjonction de fer à l'érythropoïétine, et quid du fer, on dirait, tout seul, en dehors de l'EPO? Donc nous nous recommandons de ne pas faire de fer tout seul, que ce soit pour prévenir l'anémie ou pour la traiter. Il faut dire qu'il n'y a pas d'étude qui a évalué l'intérêt du traitement martial chez les patients qui ont une carence martiale. Toutes les études ont évalué l'intérêt du fer donné de façon systématique pour prévenir l'anémie. Donc dans ces études, on n'a pas d'effet sur la transfusion qui était le critère de jugement principal la plupart du temps. On a un effet, vous voyez dans cette méta-analyse la plus récente, sur le taux d'hémoglobine à distance, c'est-à-dire à plus de 10 jours du début du traitement, on a une augmentation significative de l'hémoglobine, mais qui est uniquement de plus 0,3 g par décilitre en moyenne. Et c'est pourquoi nous n'avons pas retenu d'indication au fer de façon systématique, puisque le bénéfice étant discret, c'est-à-dire une augmentation de l'hémoglobine seule, sans bénéfice sur la réduction de transfusion ou sur des outcomes plus durs comme la mortalité, la durée de séjour, etc. Bien écoutez, professeur Lazocchi, merci beaucoup pour tous ces points extrêmement clairs. Je crois qu'on peut encore saluer le rôle et le travail de tous les experts dans ce texte de recommandation qui ont abouti à quelque chose d'extrêmement pratique et pragmatique pour nos collègues, avec la définition de seuil transfusionnel qui sont des discussions quand même toujours difficiles, mais avec un certain nombre de schémas et de recettes facilement applicables. Des grandes nouveautés comme l'érythropoïétine chez les patients de soins critiques qui, je pense, vont beaucoup modifier la façon de prendre en charge les patients par nos collègues. Et donc je les incite à appliquer au plus vite ces recommandations pour éviter de diminuer les seuils de transfusion les incidences de transfusion chez leurs patients. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien évidemment, le texte complet de ces recommandations est téléchargeable sur le site de l'ASFOR dans la section des référentiels comme d'habitude. Et je vous invite également à suivre l'ensemble des autres podcasts des textes présentés pour ce congrès 2019. Merci à vous. Merci.